Alors bonjour, et c'est de petites vidéos, donc fonction trigonométrique, deuxième partie, pour ce cours de spé maths dans lequel on revient un petit peu sur le programme de la spécialité en première. Alors la dernière fois, lors de notre cours de spécialité en première, on a donc fait un certain nombre de choses, donc on a parlé de ce genre de choses, c'est trigonométrique, longueur d'onde, radian, l'enroulement de la droite, etc. Et que pour n'importe quel nombre réel, était un angle et que du coup pouvait en déterminer son cosinus et son sinus de n'importe quel autre réel, mesure principale entre moins pi et pi ou pas. On a fait le lien, etc. Et on a calculé des valeurs remarquables, comme par exemple les valeurs particulières de sinus pi sur 4, cosinus pi sur 3, etc. Donc ça, c'est déjà fait par rapport au programme de première. Placer un angle sur cercle trigonométrique, on en a fait quelques exemples, etc. Et là, vraiment, on va s'intéresser ici, ça aussi, on a fait des valeurs remarquables de cosinus et de sinus. Par contre, ces parties-là, ça va être un peu le programme de la journée, de cette séance, à savoir d'être capable, en partant du cercle trigonométrique, d'arriver à la représentation graphique des fonctions sinus et cosinus, de traduire la parité et la périodicité de ces fonctions. On va essayer de raconter ça dans ce petit cours. Et puis voilà, donc de ce sujet-là dont on parle aujourd'hui. Et donc ici, on va arriver ici aux courbes représentatives, et puis au niveau terminal, on en fait vraiment l'étude de ces fonctions. Donc ça sera l'objet de la vidéo suivante. Et donc résoudre une équation de type cosinus égale A, on va commencer à en faire un petit peu aujourd'hui, et puis après on aura vraiment un TP pour cela. Et donc voilà un petit peu ce que ça va nous donner. Fonction tangente, on a déjà commencé à en parler un petit peu, on a parlé en tout cas de ce qu'était la tangente, de ce qu'elle signifiait sur le cercle trigonométrique. Voilà, donc ça c'est les écrans des cours précédents. Ici on a placé un certain nombre d'angles. Je vous rappelle que 13 pi sur 4 c'est ici, qu'on a fait le chemin dans le sens positif ou dans le sens négatif pour y arriver, qu'on a parlé de notion de mesure principale pour ce type de choses. On s'est demandé très longuement où était 1, et de dire que 1 radian c'est ici, pi sur 2, pi c'est 3,14 à peu près, pi sur 2 c'est 1,57, et donc du coup 1 c'est à peu près ici. On a parlé un petit peu des valeurs approchées des sinus et des cosinus, on a fait ce genre de choses, on s'est même posé la question de savoir où est-ce qu'on pouvait mettre 42 à peu près sur ce cercle, souvenez-vous. La tangente, on a un petit peu expliqué ce que ça signifiait avec une définition géométrique et calculatoire, une petite ici pour ce genre de choses, avec une petite démonstration pour ce genre de choses, des valeurs approchées utilisées, obtenues à la calculatrice. Regardez notre 42, il était ici, et que signifie sa tangente ici, là-haut. Ça, c'est des choses qu'on a faites. Et puis donc les démonstrations des valeurs particulières avec donc des valeurs remarquables. Et puis on a commencé à faire des formules qui vont nous servir un petit peu pour parler un petit peu de nos deux courbes et de passer par translation d'une courbe à l'autre. Donc en particulier, on va avoir des choses un petit peu là-dessus aujourd'hui. Alors, on va commencer par corriger ces petits exercices qui étaient à préparer. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on peut obtenir cosinus de 3pi sur 4? Alors, premier savoir-faire, où est-ce que c'est 3pi sur 4? Alors, pour le savoir, pi sur 4, c'est au niveau de la bisectrice ici, quelque part là. Et donc, du coup, ici, on aura pi sur 2, ce qui est donc 2pi sur 4. Et 3pi sur 4, c'est ici. Alors, on voit bien qu'on va pouvoir faire des raisonnements symétriques par rapport aux valeurs exactes pour pi sur 4. Rappelons que pour pi sur 4, l'angle pi sur 4, alors dans ce cas-là, le cosinus ici fait racine de 2 sur 2, et le sinus fait aussi racine de 2 sur 2. Donc par symétrie, on a envie de dire qu'on va être ici pour le cosinus. Je rappelle que le cosinus se lit sur l'axe des abscisses dans le cercle trigonométrique et le sinus sur l'axe des ordonnées. Et donc ici pour 3pi sur 4, on va se dire qu'il va y avoir une symétrie. Pour utiliser les formules du cours un peu correctement, ce qu'on va essayer d'écrire, c'est que pour avoir une symétrie axiale, la formule utilisée, c'est que c'est le cosinus de pi moins. Alors je rappelle que si on a un angle x ici, si on fait pi moins x, on se retrouve ici effectivement au symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc ici, pi sur 4, ce n'est autre que pi moins pi sur 4. Pour les personnes qui ne sont pas convaincues, il suffit de mettre au même dénominateur, ça ferait 4pi sur 4 moins pi sur 4, donc 3pi sur 4. Et donc d'après notre formulaire obtenu la dernière fois, cosinus de pi moins pi sur 4, alors c'est quelque chose que j'aurais pu écrire plutôt en bleu pour avoir quelque chose qui ressemble à ça, ou en orange ici, regardez cosinus de pi moins pi sur 4 par symétrie par rapport aux ordonnées, c'est moins le cosinus de pi sur 4. Donc ça méritait, voilà, excusez-moi, ça méritait d'être mis en orange. Alors on va le faire.
Voilà, et donc d'ici notre cosinus de pi moins pi sur 4 avec la formule qui a été proposée tout à l'heure, c'est donc moins le cosinus de pi sur 4, à savoir moins racine de 2 sur 2, valeur à connaître par cœur. J'en profite pour dire qu'un moyen mnémotechnique assez intéressant, c'est que si on fait 0, 1, 2, 3, 4 ici, et qu'on prend les valeurs particulières des angles dans le sens croissant, et donc du coup on a 0, et ici on va s'intéresser donc à 0, et puis après on va avoir, excusez-moi, pi sur 6, puis pi sur 4, puis pi sur 3, puis pi sur 2. Alors ça, c'est des valeurs croissantes. Regardez, pi sur 6, c'est par là, pi sur 4, c'est là, pi sur 3, c'est pi sur 3, c'est par là, et pi sur 2, c'est ici. Donc vous voyez bien que on a des valeurs croissantes de ce genre de choses. Et bien pour les valeurs particulières, sachez qu'il suffit de prendre ce 0, 1, 2, 3, 4 qui est là-haut, que je vais réécrire en dessous pour plus de clarté, en prenant ces angles dans le sens croissant, les valeurs particulières. 0, 1, 2, 3, 4 qui est ici. Je mets une racine, et je divise par 2. Et avec ça, vous avez les valeurs des sinus. Donc ça, c'est un moyen mnémotechnique qui marche pas mal. Bien sûr, racine de 4 divisé par 2, ça fait 1. Et racine de 1 divisé par 2, ça fait 1 demi. Et racine de 0 divisé par 2, ça fait 0. Et pour avoir si on a les sinus dans ce sens-là, donc si là on a un angle x, où x est un réel en radian qui peut valoir ses valeurs particulières, le sinus de x, on va les trouver comme ça. Et le cosinus de x, il suffit de les écrire dans l'autre sens, à savoir 1 racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1 demi et 0. Voilà pour les valeurs particulières des angles pour pouvoir les retrouver très rapidement au brouillon. C'est-à-dire pour retrouver en fait ce tableau, où ici vous avez la ligne dont je parle actuellement. 0, 1 demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, 1. Voilà comment est-ce que ça se construit. Ok, je fais un peu le ménage par rapport à cette histoire-là. Les gens qui auront suivi cette vidéo auront cette astuce, les autres pas forcément. Alors pour le cosinus de 5pi sur 6, toujours avec la formule orange, qu'est-ce que c'est 5pi sur 6 ? 1pi sur 6, 2pi sur 6, 3pi sur 6, c'est bien pi sur 2. 4pi sur 6, 5pi sur 6. Donc 5pi sur 6, c'est ici. Et vous voyez bien que c'est comme si je prenais pi et que j'enlevais pi sur 6. Et donc du coup, par symétrie, on va encore procéder par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Cosinus de pi moins pi sur 6, c'est-à-dire moins le cosinus de pi sur 6. Et avec nos valeurs particulières, ça va nous donner moins racine de 3 sur 2. Pour le cosinus de moins pi sur 3, cette fois-ci, c'est simplement parité ou pas parité. Alors, la fonction cosinus est paire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend le cosinus de l'opposé, c'est comme le cosinus de l'angle. Donc, le cosinus de moins pi sur 3, c'est comme le cosinus pi sur 3. Et ça, on en connaît la valeur. Le cosinus de pi sur 3, c'est ici. Triangle équilatéral, je vous rappelle. On va trouver 1 demi. Moins pi sur 3, c'est ici. Triangle équilatéral 1 demi, mais la justification, c'est d'abord la parité, ici. Et on va trouver donc 1 demi. Alors tiens, 1 demi, citez-nous deux angles de cosinus 1 demi. Deux angles de cosinus 1 demi, on a par exemple... alors cosinus 1 demi, déjà, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au niveau du cercle trigonométrique, sur l'axe des cosinus, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, cosinus étant entre moins 1 et 1, on obtient 1 demi. À quel angle ça correspond? Eh bien, ça correspond clairement à, d'après les valeurs qu'on connaît, pi sur 3 et moins pi sur 3, on vient d'obtenir. Donc, vous citez deux angles, on peut prendre pi sur 3 ou moins pi sur 3. Deux angles de sinus maintenant, racine de 3 sur 2. Ben, deux angles de sinus racine de 3 sur 2, ben, il s'avère que dans notre tableau de valeurs, l'angle de pi sur 3 qu'on vient de noter ici, lui aussi, il a comme sinus racine de 3 sur 2. Alors, c'est pas tout à fait précis, on va remonter légèrement cette affaire-là. Voilà, et donc cette affaire-là ici nous donne aussi un sinus de racine de 3 sur 2. Donc pour avoir deux angles de sinus racine de 3 sur 2, j'en ai déjà un en la mesure de pi sur 3. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Eh bien, je peux prendre aussi 2 pi sur 3, qui est aussi la même pi moins pi sur 3. Et donc cet angle-là ici, c'est-à-dire, quand je dis cet angle-là, on est bien d'accord qu'on est sur notre rapporteur, et donc ça veut dire que je pars du zéro des angles ici.
Et qu'en partant de ce zéro des angles là, ok, et qu'en partant de notre zéro des angles là, je m'intéresse au secteur angulaire qui va jusqu'à cet endroit-là, en ayant posé les choses sur notre rapporteur. Donc ça veut dire que c'est cet angle-ci qui fait 2 pi sur 3, ou 120 degrés si vous préférez, mais dans ce cours on est en radian. Quel est l'angle de sinus pi sur 3, racine de 3 sur 2 et de cosinus 1 demi? Et bien cette fois-ci, c'est donc notre 2 pi sur 3 ou 120 degrés. Enfin, ici, dessiner deux angles de sinus racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Alors là, ici, et encore faut-il trouver un seul de ces angles. Alors on peut prendre une valeur approchée de cette affaire et puis la mettre après en ordonnée. Et il s'avère en fait, et je le démontrerai plus tard, quand j'aurai les outils, qu'il suffit de faire deux fois une bisectrice. Donc à l'aide du compas, ici, on peut faire une première bisectrice. Donc je rappelle que pour faire une bisectrice à l'aide du compas, on va simplement faire une bisectrice de l'angle droit. Ici, on va avoir donc 45 degrés, ou pour nous, pi sur 8. Et qu'une fois qu'on a un angle de pi sur 8 obtenu comme ça, ce qu'on peut faire ici, simplement, c'est s'intéresser de nouveau à une bisectrice. Donc tracer la bisectrice de cet angle pour obtenir maintenant celui-ci. Et cet angle que je viens de tracer ici, pardon, c'est pas pi sur 8, c'est pi sur 4. Ici, c'est la moitié de pi sur 2. J'ai dit une ânerie que nous allons corriger. Donc ici, c'est pi sur 4. Autant pour moi, n'importe quoi. Et du coup, la moitié de pi sur 4, c'est donc pi sur 8. Et il s'avère que celui-là, moi je vous annonce de manière un peu crâne, mais on fera beaucoup mieux dans le futur, que cette affaire-là, au niveau des sinus, ça donne la bonne valeur ici. Ça veut dire que cette affaire-là ici, à savoir racine de 2 moins racine de 2 sur 2, il s'agit en fait du sinus de cette valeur-là. Et donc c'est le sinus de pi sur 8 et de qui en face? Et bien pi sur 8 et 7 pi sur 8. Donc j'ai fait plus que dessiner, hein, qui est donc pi moins pi sur 8. En effet, le sinus de pi moins x, c'est le sinus de x par symétrie. Alors, du coup, je vais faire un autre exercice qui est un peu improvisé, qui est de dire, ok, donc vous nous affirmez gratuitement, sans nous l'avoir encore montré pour l'instant, que le sinus de pi sur 8, c'est une grande racine de 2 moins un petit racine de 2 sur la racine, le tout sur 2. Ok, très bien, donc ça c'est cette annonce un peu crâne dont j'avais parlé avant. Et du coup, est-ce que vous pouvez me donner une valeur exacte du cosinus de pi sur 8? Eh bien en fait, c'est simplement pour vous dire que quel que soit l'angle x, alors nous on n'a que le cosinus au carré de pi sur 8, plus le sinus au carré de pi sur 8, et ça c'est vrai pour pi sur 8, mais pour quel que soit l'angle x, ça fait 1. Relation que nous avons revue la dernière fois. Et donc du coup, notre cosinus carré de pi sur 8, c'est donc 1 moins le sinus carré de pi sur 8, c'est-à-dire 1 moins cette valeur en bleu turquoise mer des Caraïbes, racine de 2 moins racine de 2 sur 2, et cette valeur mise au carré. C'est-à-dire, ben ici on va se retrouver sur 4, du coup ce 1 va devenir 4 sur 4, moins cette affaire-là, qui est 2 moins racine de 2 ici. Et donc au final, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens une valeur pour le cosinus carré qui est de 4 moins 2, 2, moins qui fait plus racine de 2 sur 4. Alors du coup, comme pi sur 8 est un angle aigu, alors son cosinus pi sur 8 doit être positif. C'est sûr que c'est pour les angles obtus de mesure principale obtuse qui vont donner des cosinus négatifs. Donc ici, notre cosinus, ça va être la racine de ce qu'on vient d'obtenir. Donc pour faire simple, mais mieux, non. Pour faire simple mais mieux, on va donc trouver que le cosinus carré de pi sur 8, c'est donc ça, et donc du coup que le cosinus tout court de pi sur 8, c'est donc une grande racine carrée de ça, ou moins la racine carrée de ça.
on peut la prendre parce que c'est positif, mais cette valeur-là, on peut la supprimer parce que le cosinus doit être positif. Et donc du coup, ça nous permet d'affirmer que le cosinus de pi sur 8, dans ce cas-là, c'est la racine carrée de 2 plus racine de 2, et en bas dessous, racine de 4, ça fait 2. Donc on constate que par rapport au résultat initial, pour passer du sinus au cosinus sur cette fraction, il faut juste changer ce moins en plus. Voilà. Après cette introduction, on va vraiment rentrer dans le sujet clé d'aujourd'hui. Et le sujet clé d'aujourd'hui, c'est évidemment les fonctions trigonométriques. Et donc ici, on va s'intéresser à ce qui est demandé en première, c'est-à-dire obtenir une représentation graphique liée à l'enroulement sur le cercle trigonométrique. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va partir de notre zéro des angles là, et ici. Ça veut dire que ce 0 ici et ce 0 là correspondent à la même chose. Dans le dessin à droite, on va faire avancer les choses ici, ça veut dire que nos x vont augmenter comme ça, alors que sur notre cercle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avancer les angles comme ceci. Et donc du coup, on va se revenir à ce que c'est une fonction. Une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé qui a un antécédent, c'est-à-dire un nombre de départ pour une fonction réelle, va associer son image. Et donc, ce qu'on va faire ici, on va s'intéresser à la fonction sinus. La fonction sinus, ça veut dire que pour chaque nombre, pour chaque angle en rouge que l'on va obtenir, on va s'intéresser à son sinus. Donc ici, la fonction sinus, ça veut dire que pour chaque angle ici, on va chercher son image, qui est donc le sinus de cet angle, et on va la reporter en ordonnée. Alors, vous allez voir que ça va se faire assez naturellement, avec la construction qu'on a là. Donc comme ce qu'on a à gauche ici est un cercle trigonométrique, ça veut dire que ici en ordonnée, on va de moins 1 à 1, si on met un axe des y ici. Et donc ici, pour notre axe des y ici, qu'on a reporté, on va bien sûr faire la même chose, aller de moins 1 jusqu'à 1. Et on va s'intéresser à la construction de notre courbe de la fonction sinus. Alors pour ce faire, on va placer des points. On va commencer par faire des choses assez simples, par exemple pour dire que si je suis ici, ça veut dire que je suis à un angle de pi sur 2. Et donc, quelle est l'image de la fonction sinus quand l'angle est de pi sur 2? Eh bien, l'image de sinus, c'est 1. Et donc, il suffit de reporter ce 1 ici. Et en fait, je peux le reporter directement d'ici, regardez. Avec mon crayon de papier, je fais un petit trait de construction. Alors, je vais essayer d'être un chouïa plus précis dans ce que je fais. Voilà, ça c'est un petit peu mieux. Et je peux dire que dans ce cas-là, je peux directement reporter en construisant avec ma règle correctement ce genre de choses. Et de dire que du coup, le sinus que je place ici en mauve, 2 pi sur 2, c'est 1. Alors j'aurais pu placer ce point sans cette manipulation-là, mais on peut faire des choses assez jolies ici. En effet, prenons l'exemple de pi sur 3. Pour pi sur 3, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien pour pi sur 3, c'est-à-dire pour obtenir cette valeur-là, on va bien sûr faire un petit coup de compas ici avec un rayon 1. Parce que dans ce cas-là, on a notre triangle équilatéral qui va nous donner un angle de pi sur 3. Alors quand je parle de triangle équilatéral, souvenez-vous du calcul qu'on a fait des valeurs de sinus et cosinus pi sur 3. Ça veut dire que ici, on va avoir notre angle de pi sur 3. Et le triangle équilatéral dont je parle, c'est bien entendu celui-ci, à savoir que ce triangle-ci est équilatéral. Alors c'est pas vraiment, je l'enlève parce que c'est pas vraiment ce qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est le sinus. Alors le sinus de pi sur 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il suffit d'aller rejoindre l'axe des ordonnées. Et de dire que ici, on a le sinus qui, je vous le rappelle, fait racine de 3 sur 2. Mais plutôt que de s'embêter à faire un calcul d'une valeur approchée de racine de 3 sur 2 pour ensuite aller la reporter, il suffit ici d'utiliser cette petite manipulation que de ramener la hauteur jusqu'ici. Et pour pi sur 3, du coup, absolument aucun souci, puisque pour pi sur 3, en fait, il suffit de reporter cette hauteur-là. Alors, mon but étant d'aller un chouïa plus loin, je vais quand même me donner un petit peu un quadrillage très particulier, vous voyez, que je suis en train de faire, qui n'a rien d'orthonormé, qui utilise les valeurs des sinus. Et donc que je sois en pi sur 3 ou en 2 pi sur 3, d'ailleurs par symétrie, puisqu'en 2 pi sur 3, ça veut dire que je suis ici. Et donc en 2 pi sur 3, ici, c'est pi moins pi sur 3, c'est donc en face. Et donc que ce soit en pi sur 3 ou en 2 pi sur 3, je vais obtenir ces valeurs-là, qui font racine de 3 sur 2,
mais je les obtiens par construction géométrique. Alors on continue ce procédé et on va construire une bisectrice ici de l'angle pour obtenir pi sur 4. Et donc pour obtenir pi sur 4 par exemple, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va obtenir, on va faire une bisectrice de cet angle-là. Excusez-moi, je cherche un choix de couleur. Bon, je vais mettre ça en rose. Pi sur 4, il est là. En face de 3 pi sur 4 qui est là ici, donc il faudrait faire quelque chose. Normalement, il faudrait faire une construction de bisectrice assez propre avec le compas, etc. Aux soins du lecteur, bien sûr. Et dans ce cas-là, ce qui va être intéressant, c'est que donc pour pi sur 4 et moins pi sur 4, je fais notre petit trait au crayon. Ici, j'ai fait quelque chose de rose pour différencier un peu les trucs. Et donc, que je sois en pi sur 4 ou en 3 pi sur 4, je vais m'intéresser à l'image qui est là. Et donc, cette image qui est là, hop, c'est ici géométriquement. Et ça vaut racine de 2 sur 2, je vous le rappelle, ici. C'est ce qu'on a là aussi, racine de 2 sur 2. Voilà, donc ça c'est plutôt pas trop mal notre affaire, et puis il nous reste pi sur 6, alors pi sur 6 en ce qui concerne le sinus, alors ça par contre, ça va être encore plus facile, mais on va rester dans l'esprit de la construction géométrique, et dans l'esprit de la construction géométrique, on va faire la bisectrice de cet angle de pi sur 3 ici, pour obtenir cet angle de pi sur 6 ici. En faisant la même chose de l'autre côté, on obtient un angle de 5 pi sur 6 qu'on avait avant dans l'exercice, et donc du coup ici ce que je peux faire c'est m'intéresser donc au crayon reporter, excusez-moi, au crayon ici reporter cette longueur là, mais en fait simplement constater que là ici on est en 1,5, donc j'aurais pu prendre simplement le milieu ici, 1,5. Alors c'est pas forcément extrêmement précis pour le 1,5, peut-être que c'est un chouïa bas par rapport à ce que j'ai comme repère pour faire les choses proprement. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu mieux. Et ici, donc, on a 1,5. Alors bien sûr, avec la précision permise par nos instruments. Et donc ici, je remonte en pi sur 6, ou alors ici en 5 pi sur 6, little cares. Et j'obtiens donc les points considérés avec une image par le sinus de 1,5. Et là, ici, ben, je commence à voir quelque chose qui, bien sûr, m'intéresse, c'est que puisque le sinus de pi, j'ai oublié de parler de mon sinus de pi, mon sinus de pi ici, c'est quand même pas bien compliqué, puisque quand je suis en pi, ici, je suis à l'opposé, et là, j'ai un sinus de 0. Et donc ici, j'ai un sinus de 0, pas besoin de le reporter, j'ai déjà de l'axe des abscisses. Et en fait, j'ai réussi à tracer ici une ébauche de la fonction sinus. Il semble qu'il y ait un changement de variation en pi sur 2, c'est pas étonnant, regardez quand x va de 0 à pi sur 2, le sinus augmente, puis après pi sur 2, ça descend. C'est pas il semble, c'est on a, mais on va l'obtenir par des méthodes différentielles en calculant les dérivés dans un futur très très proche. Et donc voilà ce qu'on a obtenu, on a réussi à tracer la représentation graphique sur l'intervalle 0pi. Alors ça va être le moment, comme le proposait le programme tout à l'heure que nous avons lu, ça va être le moment de s'intéresser à des propriétés qui nous permettent d'obtenir toute la courbe en utilisant par exemple, pourquoi pas, que la fonction sinus est impaire. Qu'est-ce que ça veut dire que la fonction sinus est impaire? Donc là ici, par rapport au programme que j'ai dit ici, traduire graphiquement la parité et la périodicité, c'est ce que nous sommes en train de faire. Lier la représentation graphique des fonctions sinus et cosinus, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et voilà, on est vraiment dans cette affaire-là, en train de faire les courbes représentatives, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Résoudre une équation de type cosinus x égale A, on l'a fait avec cosinus x égale 1,5 ici. Même si on n'a pas toutes les valeurs, on est travaillé que sur les valeurs, aidez-moi, on ne travaillait que sur les valeurs, mesures principales, et on va travailler sur tout R dans un futur très proche aussi dans les exercices dans ma progression. Alors, qu'est-ce que ça signifie cette parité? Ça signifie que si on passe de x à moins x, donc par exemple si je passe de pi sur 2 à moins pi sur 2, ce que ça signifie, si je passe de pi sur 2 à moins pi sur 2, c'est que du coup, on va avoir, par symétrie, on va avoir l'opposé. Donc, cosinus c'est une fonction paire, mais sinus c'est une fonction impaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais aller en moins pi sur 2 cette fois-ci, eh bien je vais obtenir moins 1.
Parce que le sinus de moins x, c'est moins le sinus x que nous avons observé tout à l'heure. Parce qu'en effet, la fonction sinus donc, vérifie le fait que, quel que soit x appartenant à R, le sinus de moins x, c'est moins le sinus de x. Et ça, on l'a observé la dernière fois. Et ça veut dire que la fonction sin est impaire. Et dire que la fonction sin est impaire, ça veut donc dire que la courbe de la fonction sinus, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux points ici sont naturellement, puisque quand je prends l'opposé d'une valeur x, je prends aussi l'opposé de l'image. Et donc je vais obtenir les deux opposés par rapport à l'origine, et donc une symétrie centrale. Si vous préférez, on va prendre un deuxième exemple simple, en prenant pourquoi pas notre milieu ici. Donc notre milieu ici, ça serait pi sur 4, donc en moins pi sur 4 ici. Et vous voyez qu'en moins pi sur 4 ici, ça veut dire qu'on est en train de s'intéresser à cette affaire-là. Et en fait, par symétrie, cette fois-ci, par rapport à l'axe des abscisses de ce côté-là, ce plus racine de 2 sur 2 va nous rapporter ici un moins racine de 2 sur 2. Ça, on l'avait déjà constaté. Et donc le sinus de l'opposé, plus pi sur 4, moins pi sur 4, c'est aussi l'opposé du sinus. Et ça ici, en reportant correctement notre valeur, et bien ça va nous permettre de placer le point correspondant. Alors je l'ai tracé en partant du cercle trigonométrique, mais en fait on aurait très bien pu le tracer par symétrie centrale par rapport à O. Et donc en reproduisant la même chose, cette fois-ci en faisant une symétrie centrale, ce point orange qui est ici, eh bien, il va venir par symétrie centrale se glisser quelque part ici. Voilà, de même qu'un autre point orange qui va être par là-bas, par symétrie centrale de cette affaire-là. Et puis ensuite, en pi, on va obtenir moins pi par symétrie centrale et ce genre de choses. En pi sur 6, regardez, on va obtenir en moins pi sur 6 ici, on va obtenir l'opposé, donc moins 1 demi là. Et on aurait pu obtenir ce point par symétrie centrale. Et donc en fait, le fait que la fonction sinus A soit impaire veut dire qu'on peut la construire par symétrie par rapport à l'axe, par rapport à l'origine du repère. Donc en particulier, si je vais jusqu'à moins pi des angles ici, alors je ne vais pas me rapprocher non plus trop du cercle trigonométrique, sinon on pourrait un peu tout confondre, j'obtiens donc cette portion de courbe par symétrie centrale par rapport à celle. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a fait un tour complet. On part de moins pi, on fait un tour complet pour revenir jusqu'à pi. Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe? Quand je continue dans les angles après pi et que je continue à avancer après pi, je refais le même parcours. Du coup, j'aurai les mêmes images. Et ça, c'est la périodicité. Qu'est-ce que ça veut dire, la périodicité? Ça veut dire que si je pars d'une valeur x quelque part, et que je rajoute un tour complet, et que je fais donc x plus 2pi, par rapport à mon x de départ, j'aurai le même sinus. Et ce, quel que soit le x réel correspondant à un angle enroulé autour du cercle trigonométrique. Et donc ça veut donc dire que notre fonction sinus est périodique de période 2pi. Et donc si sinus est 2pi périodique, ça veut bien dire que la courbe de sinus, elle va s'obtenir elle-même simplement par translation de vecteur 2pi. Alors je vais écrire un gros mot. Elle est autosimilaire. Alors autosimilaire, c'est pas terrible. Elle est conservée par translation de vecteur 2pi fois le vecteur i, qui est le vecteur 1 de l'axe des abscisses, qui mériterait d'être écrit quelque part un petit peu avant pi sur 3 ici. Notre repère n'est pas orthonormé, j'aurais pu commencer par ça. Et donc ça veut dire que je vais pouvoir faire ma translation de vecteur 2pi. Alors qu'est-ce que c'est une translation de vecteur 2pi? On n'a qu'à construire un petit segment ici pour l'obtenir. Et donc en particulier, ma translation de vecteur 2pi, je vais l'obtenir ici en bleu turquoise mer des Caraïbes, en faisant ça. Alors celui que je viens d'obtenir, est-ce que j'arrive à le sélectionner là? Oui, le voilà. Et donc en fait, je parle de ce vecteur-là. Pour l'instant, ce n'est pas un vecteur, hein, c'est clairement un segment, mais vous savez qu'un vecteur, ça représente un déplacement.
et qu'on peut le placer un peu n'importe où dans notre affaire. Et donc ici, moi, je vais le déplacer là pour dire que c'est lui mon vecteur de longueur 2π sur l'axe des abscisses. Et donc c'est bien 2π fois le vecteur i, qui est le vecteur correspondant unitaire, c'est-à-dire correspondant à la norme 1 sur l'axe des abscisses. Et donc ce vecteur 2πi ici, il va me permettre d'obtenir des points par translation. Donc ça veut dire que si j'en prends un autre représentant et que je pars d'un point de la courbe, par exemple celui-là, alors je vais obtenir ici un autre point de la courbe par translation. Et donc je vais obtenir ainsi ce point-ci. Mais je n'ai pas besoin de tracer des vecteurs à chaque fois, puisque regardez, si je pars de 0, je vais arriver au point 2π. Et j'aurai la même image que là. Et de la même manière, si je pars de ce point-là et que je refais ma translation, je vais le faire une fois de plus. Donc dans ce cas-là, en partant de ce point-là, je vais arriver ici. Alors je l'ai volontairement mis un peu en dessous pour que ça soit visible. Là. Et là, je comprends bien que par translation, eh bien, je vais pouvoir reproduire à chaque fois les mêmes jolis bosses de notre affaire ici. Alors là, j'ai pas été très très bon parce que je pense que j'ai été un petit peu limite au niveau de mon report de pi ici. Ça aurait mérité finalement que je reporte correctement les choses parce que géométriquement sur l'écran, je suis pas forcément très bon. Regardez, si je pars ici, voilà mon vecteur 2π. Ah oui, vous voyez, mon pi est beaucoup plus loin que ce que j'imaginais. Et ici, par translation de vecteur 2πi, j'arrive là. Et donc du coup, ça va me permettre de continuer à tracer ma courbe de manière plus harmonieuse. Et voilà. Etc. etc. Parce que je pourrais faire bien sûr la translation dans l'autre sens, puisque c'est aussi vrai pour le moins 2πi dans l'autre sens. Si j'enlève un tour complet sur le cercle trigonométrique, c'est pareil que si je rajoute un tour complet, je reviens à la même position. D'où cette fameuse sinusoïdale infinie entre 1 et moins 1 pour obtenir la fonction sinus. Alors, on aura terminé cette première vidéo si jamais on s'intéresse à comment j'obtiens la fonction cosinus. Et ici, il y a un truc qui est assez confortable, c'est que nous avons des formules ici qui vont beaucoup nous aider. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si je prends, pour avoir le cosinus de x, je peux prendre, regardez, le sinus de pi sur 2 plus x ou le sinus de pi sur 2 moins x. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que pour avoir le cosinus de x, je vais aller chercher le sinus de pi sur 2 moins x. C'est-à-dire que le cos x, pour tout x réel, c'est le sinus de pi sur 2 moins x. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier que pour obtenir le cosinus de x ici, j'ai qu'à aller voir ce qui se passe en... Alors, pi sur 2 moins x, c'est pas forcément une bonne idée. X moins pi sur 2 moins plus cd. Ok, je vais pas le faire comme ça, je vais prendre l'autre. Le sinus de pi sur 2 plus x. Bon, tout aurait marché, mais là je gagne une étape, veuillez me pardonner. On est ici, en rouge, sinus pi sur 2 plus x. Le rouge étant déjà pris, je vais rester en vert sur cet écran. Et pour avoir le cosinus à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que... alors du coup, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ouais, c'est une bonne idée. Pour avoir le cosinus à cet endroit-là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc aller pi sur 2 plus 1. Alors, regarde, pi sur 2 plus 1, c'est comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Pour faire pi sur 2 plus 1, je vais simplement prendre la longueur de 0 à pi sur 2, c'est celle-là. Puis cette longueur-là ici, ça, je vais donc la déplacer pour la ramener. Alors, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement visuel, je vais peut-être un peu grossir mon affaire. Je suis en train de ramener mon... Je parle de lui là, voilà, je suis en train de le ramener ici, et donc ici je suis à x plus pi sur 2. Ou pi sur 2 plus x, c'est la même chose. Et en fait, pour avoir le cosinus à cette hauteur-là, il suffit que je prenne le sinus à cette hauteur-là. Ça tombe bien, puisque le sinus à cette hauteur-là, je sais faire. Ben oui, je sais faire le sinus à cette hauteur-là, regardez, c'est ici, sur la courbe de sinus. Et donc en fait, ça va me ramener le cosinus. Donc ça veut dire qu'il suffit que je prenne mon écartement ici et que je revienne en arrière. Donc cette fois-ci, que je fasse une translation de vecteur moins pi sur 2i. Et ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le cosinus de x. Et évidemment, je peux faire ça avec tous les points. Qu'est-ce que ça veut dire, je peux faire ça avec tous les points? Ça veut dire que celui-ci, ici, je peux le ramener là. Ça veut dire que un autre point
comme celui-ci, l'origine, je peux le ramener ici. Ou enfin, encore, ce point-là ici. Et donc à chaque fois, je fais une translation du même vecteur, à savoir du vecteur. Alors ça, celui-là, c'est pas vraiment ce que je voulais forcément faire. Celui-là. Et j'obtiens un point de la courbe de cosinus. Du coup, en fait, pour obtenir la courbe de cosinus, il suffit que je prenne ma courbe de sinus et que j'en trace la version translatée de pi sur 2 vers la gauche, c'est-à-dire de vecteur moins pi sur 2i. Et donc du coup, on va essayer d'être adroit. On va se rendre compte qu'en pi, ici, on va obtenir moins 1, mais c'est pas surprenant, parce que le cosinus de pi, c'est moins 1, regardez sur le cercle trigonométrique. Et donc du coup, j'obtiens ce que je veux ici. Ici, regardez, je vais passer par là. Ici, je suis ici en 2pi. Le cosinus de 2pi, c'est 1, mais vous voyez que j'aurais pu l'obtenir aussi par translation. Je passe par ce point-là, etc. Et donc, en gros, voilà. Évidemment, avec la précision permise par mon graphique. Et puis, bien sûr, on pourrait continuer comme ça. On obtient donc une deuxième sinusoïdale, un peu enchevêtrée sur la première, un peu comme un ADN. C'est assez poétique, c'est assez joli. Et donc ici, on obtient la courbe de cosinus, et que j'ai choisi ici d'obtenir par translation. De vecteur quoi? Eh bien de vecteur moins pi sur 2 i à partir de la courbe de sin. Et ça, c'est assez joli. Dernière chose, le cosinus de moins x, souvenez-vous, ça cette fois-ci, c'était le plus le cosinus de x, et non pas moins, quel que soit x appartenant à R. Ça veut dire que notre courbe de cosinus, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. En effet, regardez le cosinus de moins x. Alors je vais prendre aussi par exemple x est ici cette fois-ci. Il est là-haut. Et le cosinus de moins x, c'est-à-dire le symétrique sur les abscisses, il est à la même hauteur. Donc vous constatez que on a bien ici cette symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Je vais enlever ces points qui embrouillent le dessin final par rapport aux premiers objectifs avec le x qui était là. Mais on obtient cette chose-là. Donc, symétrie d'une courbe par rapport à l'axe des ordonnées, parité, c'est-à-dire la fonction est paire, et la parité c'est impair pour la fonction sinus, c'est-à-dire symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. Et ces propriétés-là, pourquoi est-ce qu'on dit pair ou impair? Eh bien, en référence au polynôme, ou plutôt au monôme, la fonction carrée, puissance paire x carré, parité. La fonction cube, puissance impaire, et on a symétrie par rapport à l'origine. Pareil pour la fonction degré 1, y égale x, ou pour x puissance 5. Et pareil pour la fonction de degré 0, à savoir y égale constante, égale à l'origine, symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ici, on aura une symétrie centrale quand ça sera impair. Et on aura une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées quand ça sera pair. Ça donne des facilités pour l'étude des fonctions que nous allons faire dans la prochaine vidéo, puisqu'en fait, grâce à la parité et grâce à la périodicité, on va pouvoir juste faire les études des fonctions cosinus et sinus après avoir montré leur dérivabilité, et bien simplement sur des intervalles assez réduits comme 0π, puis ensuite par parité on pourra aller jusqu'en moins pi, et par périodicité avoir tout l'intervalle. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui, et je vous laisse digérer ça, et on repartira dans une prochaine vidéo sur la dérivabilité, la fin des études de ces fonctions, des fonctions qu'on obtient en physique comme a cosinus oméga t plus phi, dont on montrera qu'elles sont solutions d'une équation différentielle de second ordre, et puis on fera quelques exemples de résolution d'équations un peu plus poussées que celles qu'on a faites aujourd'hui. Cosinus x égale 1/2, c'était quand même pas monstrueux. Voilà, bon courage, continuez à vous investir.